Alors peut-être pour vous mettre dans la situation, le mois d'avril 2020 vient de se terminer avec la résolution de la menace d'Azazel. Euh, la, la pandémie mondiale est maintenant avérée par la communauté internationale des scientifiques. Et donc les pays prennent des mesures, hein, entre autres l'Europe, hein, qui a pris des mesures 5 jours après, c'est-à-dire après le 11 mars, ils ont tout de suite mis en place des protocoles de confinement. Et bon, aux États-Unis, ça traîne beaucoup plus des pieds. Euh, Déjà parce que le président Trump, lui, n'y croit pas trop à cette pandémie mondiale, et puis au fait que l'économie américaine, elle est quand même basée sur la liberté d'échange, la liberté de travail et le fait de l'autonomie du salariat, quoi. Donc ça met un gros coup quand même à l'économie. Et à Atlantic City, c'est encore plus grave parce que on est à la fin de la période creuse annuelle et que les beaux jours vont bientôt arriver, hein. On est dans le début du printemps. Et donc, le tourisme va commencer à reprendre. Et donc, les mesures de restriction et de confinement à Atlantic City ont démarré mi-avril. Et là, nous sommes fin avril. Mais vos personnages vivant la nuit et étant focalisés sur la menace d'Azazel n'ont peut-être pas vraiment perçu ce changement d'attitude, de comportement dans la population. Et en tout cas, là maintenant, on va parler un peu de la suite. Et dans la suite, on va parler un peu des changements de comportement qui va tout de suite sauter aux yeux de vos personnages à Atlantic City et même dans tout l'état d'Atlantic, enfin dans tout l'état du New Jersey et dans tout le comté d'Atlantic. Donc, première chose, déjà, vos personnages vont régénérer toutes leurs blessures de volonté. Oh yes. Et toutes leurs blessures physiques. Ah, c'est incroyable. Ah, Nidel, il était vachement mal. Je rappelle que quand toutes vos cases de santé sont remplies, vous avez un malus de moins 2D à cause des blessures, de la douleur et peut-être d'os brisés ou de choses gênantes, même si la douleur est atténuée puisque vous êtes des cadavres ambulants. Vous avez quand même une gêne dans vos actions physiques et même mentales à cause de la douleur. Mais ce qu'on n'a pas fait et ce qu'il faudrait peut-être prendre en compte à l'avenir, c'est que quand toutes vos cases de volonté sont remplies, vous avez aussi un malus de douleur, de moins 2D. Donc quand toutes vos cases de volonté et de physique sont remplies, vous avez moins 4D à tous vos jets. Moins 4D. Waouh, ok. Ok. Et alors, j'ai une question. Oui. Imaginons que j'ai tous mes points de volonté qui sont pris et tous mes points de santé qui sont pris. Oui. Ok, et que j'ai par exemple que 4D, que 3D à sortir par exemple. Oui. Enfin, genre j'ai que 3D dans l'ensemble des compétences que tu me demandes. Oui. Ok. Eh bien, ça me à fait moins moins de faire un coup de sang qui te donnera un bonus Ouais. de plus de dés, tu ne pourras pas faire l'action. Bon, la question c'est si je fais mon coup de sang, Oui. je devrais lancer un seul dé ou je Oui. devrais lancer les 2 dés? Non, tu n'auras qu'un seul dé à lancer. C'est noté. C'était ça que je voulais savoir. Mhm. Moi, après, je trouve que c'est très violent, moins 4D, et que si on reste sur les règles juste de moins 2D avec les blessures physiques, ça peut me convenir pour pas trop réduire l'efficacité quand même des vampires par rapport aux mortels. Juste, peut-être faire un juste milieu, genre au lieu de faire moins 2 dés pour la volonté, moins 1 dé si tout est rempli. Ça oblige les joueurs à
à faire attention à leur volonté et juste ralentir d'un dé, ça fait que ça serait peut-être un peu plus souple que de ralentir de 2 dés. Ou alors, on laisse moins 2 dés, mais non cumulables. Oui, aussi. C'est une bonne idée aussi, ça. Ouais, je pense que ça va être. On va peut-être partir là-dessus. Et au pire, je remodifierai pour annuler le malus au niveau de la volonté. Mais ouais, que la volonté ou la santé soit remplie, c'est moins 2 dés et au maximum. C'est pas mal. L'idée aussi de moins 1 dé était intéressante. Mais ça cumulé, ça ferait moins 3D et ça fait encore beaucoup. Donc, Oui, mais ça reste faisable, tu vois. bah, Ça moins oblige les 3D, joueurs ouais, à faire c'est compliqué, mais ouais, c'est vrai que c'est faisable. ça obligerait le joueur à faire des coups de sang. Ouais. Parce que c'est rare qu'on ait, à part si on a des malus genre énormes contre genre une frénésie, tu vois, où on a des moins de dés selon la contre-volonté de la frénésie. C'est rare qu'on ait des malus de dés hormis pour les blessures de volonté ou les blessures de soin. Jet Doofy propose moins 12 dés. Après, les coups de sang, ils seront demandés sûrement si c'est des blessures physiques pour les soins. Donc, je suis pas trop dans l'envie que... Alors, pas des coups de sang, mais des tests de soif vont être demandés pour soigner les blessures physiques. Donc, j'ai pas C'est trop pas faux. envie que des tests de soif soient aussi demandés pour des coups de sang pour compenser trop de malus. Ok, ça se comprend. Voilà. Après, ça donne moins de force à la frénésie qui annule tous vos malus de blessure, qu'ils soient physiques ou mentaux. Non, j'aime bien l'idée de si l'un ou l'autre sont remplis, c'est moins 2 dés, et si les deux sont remplis, c'est moins 2 dés aussi. C'est bien. Ouais, Ça Ouais, on est demande d'accord. à soigner un peu les deux pour virer les malus. voilà, on est d'accord. Est-ce que ça vous semble bien pour tout le monde? Ouais. Ok. Ça bouleverse pas trop les règles qu'on jouait déjà jusqu'à maintenant. Non, c'est sûr. Alors venons-en au point d'expérience. Ah, Alors, déjà pour avoir réussi à vaincre Azazel, j'avais mis un barème de 3 points d'expérience. Le fait que vous ayez survécu à l'aventure vous donne 1 point d'expérience en plus. Et le fait aussi que vous soyez très impliqué dans vos personnages et dans l'histoire mérite aussi un bonus d'1 point d'XP, ce qui ferait pour ceux qui ont réalisé l'aventure du voleur de corps 5 points d'XP. Pour le personnage de Connor de Danak, c'est un peu différent. Alors lui aussi, il a fait pas mal de choses de son côté. Il a eu son dilemme avec le thème relation entre le sire et l'infant. Et donc, je voyais plus 2 points d'XP pour Connor, plus 1 pour sa survie, et plus 1 pour son implication dans son personnage et dans l'histoire. Ce qui ferait 4 points d'XP pour Connor. Alors, où est-ce qu'on les met? Alors donc vous avez Dans une case Total XP et points d'XP à dépenser. Ouais. XP to spend et comment c'est total en anglais déjà? Total expérience. Il y a un autre mot pour total, mais Non, c'est total expérience sur la feuille en anglais. d'accord. D'accord. Ouais, dans c'est l'anglais, vrai. Blood and XP. D'accord. Donc, alors pour Stan, ça fait un total de points d'XP de 53 Ouais, c'est ça. et à dépenser
14. Exactement, tout à fait. Pour Joshua, 53 aussi pour le total d'XP et à dépenser 9. 9. Ouais. Pour Needle, ça fait un total de 52 et à dépenser 9. C'est ça. Ok. J'ai de toute façon j'ai eu le détail des anciens XP. Pour Connor, bon, alors pour Robin, Robin aussi, je vais lui donner 5 XP, même si elle n'est pas présente, mais elle a été là. Alors non, je vais lui donner que 4 XP au lieu de 5 parce qu'elle n'a pas survécu au scénario. Pour l'instant. Pour Connor, je vais donc rajouter 4 XP, ce qui lui fait un total de 7 et de 4 XP à dépenser. Et pour Gabriel, ça lui fait un total de 6 XP, 5 à dépenser. J'avais déjà un sur, Ouais, de chaque. ouais. Ok. J'avais dépensé les 3. Parce que Ah, quand t'avais j'avais pas regardé, dépensé j'avais- ton point il me d'XP en semble. fait, c'est ça, Gabriel? Ouais. Donc t'es à 6 à dépenser en fait. Ok, donc 6 et 6, hein, c'est ça? Là, je sais pas. Non, je crois qu'il te restait un point d'XP de. Façon de De personne. la Alors, survie. tu peux rien dépenser avec un point d'XP. T'étais à combien de points d'XP à dépenser avant de rajouter les 5? 1. Ouais, ok. Donc t'es à 6 en total et à 5 et 6 à dépenser. C'est ça? Et ouais, je crois, c'est ce que tu disais au départ. Ouais, ok. Moi, Manrik, juste une petite question. Là, moi, j'avais là, en regardant au début de la session, 3 XP total, 3 à dépenser. Je l'ai été sûr Exact, que. exact, exact. Du coup, ça ferait 7-7, quoi. Ouais, exact. Je viens de voir mon erreur. Oh, ouais, tout à fait, c'est ça. Ok. Bon, ça 7-7. me rassure. Je me disais, Oui, mais oui. attends. C'est moi qui qui vous gratte des XP, pardon. Ah ouais, Du coup, ouais. j'aurais une petite question. Oui. Du coup, on est à la fin du mois. Oui. Donc, on prend 2 XP, c'est ça? Non. Bon, allez, c'est- J'aurais essayé, désolé. Ah, putain. Ouais. Faudra que je vois, mais pour les dépenser en fait, du coup. Alors, vous n'êtes pas obligé de les dépenser maintenant. Vous pouvez les dépenser au moment où ça vous semble pertinent d'investir dans une facette de votre personnage plutôt qu'une autre. Est-ce que je donne des points d'XP à Daryl? Ah ouais, Bah, bien sûr. Je il vais a lui participé. donner, je vais lui donner les 2 points d'XP du mois. En plus, sa planque a servi de Oui. pas mal, hein, au final. Ça a servi pas mal pour se rassembler, pour se entre autres. Alors, je vais les rajouter sur sa fiche de personnage et vérifier en même temps que je suis bien mon décompte. C'est vrai que Jet Doofy a un tout petit peu joué avec nous dans cette chronique. C'est bon, je suis au bon décompte. Donc là, je l'affiche de toute manière dans le stream, sa feuille de perso. Donc voilà, les chiffres sont vus par le chat. Voilà, il est à 41 points d'XP au total et il en a 10 à dépenser. À mon avis, il va non pas nous inventer un truc chelou là. Ah bah oui, c'est en cours. Et il attend pas les points d'XP en fait. Pour inventer des trucs chelous. Donc, parler un peu de la dépense de points d'XP, je pense que ça va être influencé par l'environnement. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu de la pandémie. Je t'entends mal, Manéric. Ah ouais, ça coupe pas mal, Manrik, là. C'est parce que vous me coupez la parole. Excuse. Pardon.
Attendez, je vais essayer de régler mon micro mieux que ça quand même, mais hop. Là, ça devrait être bon là maintenant. Là maintenant, vous m'entendez que bien maintenant. On espère. Mais oui, bien sûr. Alors donc, ouais, je disais, peut-être que l'investissement de vos points d'XP, là où vous voulez les dépenser, va être aussi en fonction de l'environnement qui change pour vos personnages. On va parler de la pandémie. Gabriel, il a pas la télé, donc... Non, mais la nuit, il va avoir un gros changement. Oui, toutes les ruelles sont désertes. Couvre-feu. Il n'y a que des voitures de police qui patrouillent pour arrêter les gens qui ne respectent pas les couvre-feux, qui ne respectent pas le confinement, les mesures de restrictions sanitaires, et qui sont là pour mettre des amendes, voire pour arrêter, parce qu'on est aux États-Unis, voire arrêter les récalcitrants. Est-ce que ça va changer quelque chose à vos routines pour vos personnages? À mort. Pour moi, c'est sûr. Forcément. Le type de prédation va en prendre un coup là. Alors oui, je vous rappelle que vos styles de prédation, c'est un peu vos préférences, mais ce n'est pas obligatoire. Obligé, ouais. Mais du coup la routine va être différente, que tu vas pas faire ton tour en début de soirée, tu vas pas aller faire ton tour dans la rue tranquillou, prendre le pouls de la soirée, te dire allez j'ai faim, je vais aller en choper un dans une ruelle, machin. Bah non, c'est plus comme avant. Ouais, c'est ça. Prenons l'exemple peut-être de Connor. Mhm. Prenons l'exemple de Connor. Connor, il a le style de prédation chat de gouttière. Donc en Surtout. fait, ce qu'il va rechercher dans ses victimes, c'est l'adrénaline déclenchée par la peur. Oui. C'est ce qui va rendre le sang savoureux, c'est ce qui va donner la préférence qu'a Connor pour des proies apeurées et paniquées qui courent et qui tentent de s'échapper d'une menace physique qui est potentiellement mortelle. Donc avec le confinement, forcément, les gens s'enferment chez eux. Ça n'empêche pas Connor, par exemple, de tenter une effraction et de terroriser quelqu'un chez lui, voire même de le séquestrer pour faire monter son taux d'adrénaline et qu'il puisse retrouver un peu cette saveur qu'il aimait tant quand il faisait courir ses victimes dans les rues. Mhm. C'est-à-dire que vous pouvez quand même tenter d'adapter votre style de prédation à la situation. Effectivement, ça sera pas le même goût que c'est comme quand on mange du poulet, il est meilleur quand il court dans la prairie que quand il est élevé en batterie. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, quand vous avez très très faim, eh ben vous êtes prêt à manger du poulet élevé en batterie. C'est une belle analogie, je vois ce que tu veux dire. C'est oui, mais Ah oui, oui. les vampires sont une analogie des humains. Donc ça c'était qu'un exemple, mais c'est pour vous montrer que avec un peu d'imagination, vous pouvez vous adapter à la situation. Ouais. Ou alors, si c'est vraiment pas possible, vous pouvez vous laisser mourir de faim, et à ce moment-là, vos personnages tombent en torpeur. Ou alors, vous pouvez attendre que la frénésie frappe et puis vous attaquer à des policiers ou à des gens qui refusent le couvre-feu. Il doit bien y avoir des marginaux, des SDF. Les rebelles. Voilà. Qui n'ont pas de foyer pour pouvoir se confiner chez eux. Toutes les zones publiques, toutes les zones de commerce aussi ferment le soir, donc
les seules zones qui ne sont pas fermées le soir, ce sont les casinos. Parce que c'est un peu le poumon de la ville, à Atlantic City. Et il y a quand même des énormes restrictions pour la clientèle. Genre, la clientèle est filtrée. Il y a des caméras, bien sûr, à l'entrée maintenant des casinos pour détecter le niveau de chaleur corporelle des clients qui rentrent dans les casinos. Donc pour vous, les vampires, les casinos ne vont pas être un terrain de chasse. Et il y a une limitation de clientèle dans les casinos pour respecter des distances de sécurité sanitaire. Mais voilà, les casinos restent quand même ouverts pendant la pandémie, même si c'est des arrêtés temporaires et que à terme, les casinos, eux aussi, vont finir par fermer quand on avancera dans le cœur du confinement. Le premier confinement de 2020 à Atlantic City et à peu près dans tous les États-Unis va durer en moyenne 3 mois et demi. Et donc, les réouvertures auront lieu mi-août. Mais pour Atlantic City, ça sera un peu plus tôt, ça sera plutôt fin juillet. Pour la période estivale, toujours pareil. Le fait que les taux aussi d'infection baissent en été, c'est un peu aussi l'espoir que la pandémie va disparaître naturellement avec la saison d'été. Alors comment vont faire vos personnages pour chasser alors pendant la pandémie? Moi j'ai une petite question, Manéric. Oui, vas-y. Parce que moi j'imagine, alors vu que moi je me nourris sur des étudiants qui sont consentants et qui sont dans la secte de la lune, dans la secte de la loge noire. Oui. Avec la pandémie, est-ce qu'ils sont renvoyés chez eux ou pas? Oui. D'accord. Ouais, tous les établissements publics sont fermés et l'université, elle est fermée aussi. Les maisons d'étudiants, aussi. Le campus est évacué. D'accord. Tous les étudiants Donc moi, sont renvoyés chez eux. Donc moi je suis dans la merde pour mon refuge et pour mes proies. Donc faut que je trouve une alternative. Exactement. Qu'en Temporaire. est-il des hôtels? Allez, les hôtels. Les hôtels, ça va être un peu comme les casinos. Ça va être toléré qu'ils restent ouverts, mais avec des limitations de clientèle et avec des vérifications par bâtonnet dans le nez ou par l'obligation d'utiliser un papier qui indique que vous n'êtes pas contaminé. Daryl! Est-ce que l'un de vous a besoin ou envie qu'on l'aide Ouais, moi je vais avoir besoin. partageant Moi. des suggestions sur la façon de peut-être s'adapter à la situation? Moi je vais avoir besoin parce que vu que j'ai plus mes étudiants sous la main, j'imagine que Madeline, vu que c'est des étudiants, ils viennent un peu tous de chaque coin des États-Unis parce qu'ils ont dû choisir, parce que généralement aux États-Unis ça se fait beaucoup de changer d'état pour entrer dans le
rentrer dans l'université qu'ils veulent. Donc souvent, beaucoup d'étudiants ont dû bouger de la loge noire pour rentrer chez eux, à mon avis. Donc j'ai dû perdre normalement servante, j'ai dû perdre à moins que je réussisse pas une pirouette de la faire rester ici. J'ai dû perdre beaucoup moi dans ce truc-là. Ce qu'il faut savoir, c'est sur les campus universitaires, 1/3 des étudiants sont des étrangers. Et dans le lot, il y en a plein qui n'ont pas eu le droit de rentrer dans leur pays, justement parce que leur pays avait fermé les frontières. Donc les étudiants, ils sont restés coincés sur les campus. On a eu le cas, nous, même en France. Par exemple, moi, dans mon école, il y a 20 étudiants qui étaient coincés parce que c'était des étudiants étrangers, ils ne pouvaient pas rentrer dans leur pays. Donc les campus américains qui sont encore plus grands, le phénomène est plus important. Donc tu as des possibilités qu'il y ait des étudiants qui restent sur place. D'accord. Et en plus, ça doit dépendre des États aussi, hein. Des États qui doivent être plus ou moins stricts et donc qui empêchent la répartie. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que les Américains, ils ont tardé à reconnaître la pandémie. Oui, je sais. Oui, Mais par exemple, tu prends la Chine, ils avaient fermé leurs frontières dès le début. C'est-à-dire que tous les étudiants chinois qui habitaient à l'étranger, ils n'avaient pas le droit de rentrer en Chine. C'est le pays qui bloquait l'entrée de ces ressortissants sur le territoire. Donc du coup, ils étaient coincés dans les écoles. Oui. Et moi, j'ai pas d'asiatique, moi, chez moi. Non, mais c'est un exemple pour le cas des étudiants bloqués, par exemple, il y a peut-être des hôtels qui ont été réquisitionnés à Atlantic City pour dépanner ces ressortissants qui sont bloqués sur le territoire américain. Ou l'utilisation de bâtiments du campus qui servaient déjà à ça, en fait. Ils ont peut-être été regroupés dans moins de bâtiments pour limiter les coûts d'entretien. Alors pour le campus, en fait, ils ont été bêtes et méchants, ils ont tout fermé, ils ont tout bloqué, mais il y a forcément des étudiants qui n'ont pas pu rentrer chez eux, soit des ressortissants étrangers, soit même des étudiants locaux. Et eux, à ce moment-là, on leur a fourni du matériel de camping et de survie et ils font du camping sur les pelouses du campus. Ouais, on en est là, hein, première puissance mondiale. Moi, je suis dans la merde A à Z. C'est ça le truc avec cette chose. Alors, donc, je vais par avoir exemple, besoin de... Petite suggestion. Peut-être que Needle peut dire à Madeline, écoute, ne rentre pas chez toi, j'ai besoin de toi. Vu qu'elle est liée par le sang, bah elle va rester. Voilà. Oui, non, ça c'est ce que je voulais demander pour Madeline, ça c'est sûr. Donc déjà, voilà, c'est pas compliqué à imaginer ça. Mais ce que je pourrais peut-être faire, et ce qui serait peut-être plus facile aussi, c'est vu que j'ai un petit peu de notion de médecine, et ce qui pourrait être cool, hein, c'est effectivement demander à Madeline de rester, mais pas forcément dans l'hôpital d'Atlantic City même, mais entre guillemets d'être en renfort la nuit dans les hôpitaux un peu autour. Elle fait du droit, elle fait pas de la médecine, Madeline. Non mais moi, j'en fais la médecine. Moi j'ai 2 en médecine. Et tu peux découvrir un travail dans un hôpital ou clinique, ça pourrait être une galère. Mais par contre, tu pourrais modifier ça en travaillant pour une association humanitaire. Oui, voilà, ou un truc comme ça, tu vois, genre ou un groupe communautaire, les gens de la communauté qui s'arrangent entre eux. Faire du bénévolat, quoi. Ouais, oui, tu pourrais aider des bénévoles. Dans un quartier ou un autre. Ça te trouverait une place ou une raison. Après, ça te permettrait de te cacher derrière une assoce, en fait. Travailler pour l'hôpital est possible si vous avez un masque et des compétences en médecine. Donc ça, je pourrais le faire à la limite, tu vois. Needle, il a un masque ? Il faut trouver un masque. Non, le masque, c'est pas le masque physique, c'est le masque l'avantage. Ah oui, je parlais du background. La double identité. Ah non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Trop pour moi. Tu peux pas te faire l'occasion. Tu peux pas te faire salarié. Mais voilà, ça peut être l'occasion
d'acheter le background mask avec les points d'expérience. Tu vois, typiquement. Ouais, mais il y avait un autre projet à faire qui était plus important. Donc, travailler dans un hôpital, alors, faut mettre de côté et plus partir sur l'idée du bénévolat en association. Ouais, ou un bénévolat, tu vois, genre pour récolter du sang pour les. Mais t'as pas pour besoin éviter de récolter du sang quand tu as la loge noire autour de toi. Alors, Oui, mais le petite fond va être un peu suggestion, par exemple, pour Needle, comme il peut garder assez facilement Madeleine autour de lui, il peut demander à Madeleine, par exemple, une réunion avec les étudiants de la loge noire qui comptent rentrer chez eux, et invoquer le nom de Satan et des pouvoirs démoniaques en leur disant que voilà, le diable veut qu'il reste sur place et qu'il reste aider Wujen, le démon Wujen. Et que tout ça, toute cette pandémie a été mise en place par les démons. enfers, et que tout est prévu pour que l'année suivante, quand les taux reviendront normaux, parce que Needle peut parler avec des termes un peu médicaux, vu qu'il a des connaissances en médecine, quand les taux d'infection vont rebaisser, que les taux de transmission de l'épidémie seront passés sous les normes acceptables, eh bien, les étudiants en revenant auront, par exemple, tous leur année de validée sans avoir eu besoin de travailler. Grâce à la ruse du malin, tu vois, ou à la ruse du diable. Ouais, je vais leur faire ça. Je vais leur dire ça. Je vais leur dire que c'est un plan des démons et que je suis actif dans ce plan et que ça leur permettrait d'avoir leur année facilement s'ils restent ici. Ça pourrait être cool. Maintenant, j'ai un deuxième problème. Décidément, je vais enchaîner les problèmes. De trouver un appart, ça Il n'y a pas de demande pas tant problème, il y a que que des ça. solutions. Ouais, enfin... pour la loge noire, encore, je peux faire encore de rentrer en effraction dans l'ancien appart et rester dans la loge noire. Encore, je pourrais faire ça. Franchement, ça se trouve facilement. Mais moi, ce qui va me redéranger, ça sera mon attache, Gilma, qui est malade, qui est à l'hôpital, et que les hôpitaux, durant le corona, ils vont prendre cher. Ouais. Donc, Missionne quelqu'un de confiance pour prendre des nouvelles d'elle régulièrement. Un des membres de la loge noire, par exemple. ouais, non, mais en fait, c'est pas la question. C'est, en fait, en gros, vu qu'elle sera dans un hôpital, elle sera fragile. Et comment faire, quoi? Elle est financée par le syndicat des casinos au niveau de ses frais d'hospitalisation. Il y a... Elle doit être tellement surveillée que c'est limite une des personnes les moins à risque en fait, parce qu'au premier début de quelque chose, elle sera soignée immédiatement. En tout cas, elle va être isolée dans une pièce qui va coûter plus cher, mais comme c'est pris en charge par le syndicat des casinos, a priori, il y aura l'argent pour qu'elle continue son traitement expérimental. Ok, donc elle sera quand même en sécurité, il n'y aura pas trop de problème. Oui, jusqu'à ce que les autorités ou que les décisionnaires changent d'avis, mais pour l'instant, Ok. ça apporte un effet positif à l'image des casinos. Petite question rapide. Via un peu d'argent et l'intermédiaire de Linku, je pense que ça devrait être possible de récupérer auprès de l'hôtel une clé de manière à avoir un accès discret. Oui, tout à fait. Après, l'étage, il est loué à l'année, machin, donc les gens qui logent ici, ils auront les papiers officiels facilement. Et ça permet à Joshua, au cas de besoin, de sortir et rentrer. Oui.
Après, pour me nourrir, de base, je me suis nourri sur sur mon troupeau là-dessus. J'ai pour le moment mes préférences. Ça pousse un peu les projets, ça repousse un peu ces projets pour se lier, mais c'est pas plus gênant que ça. Hmm. Vis-à-vis de la famille Taylor, il y a le plus jeune, alors le survivant des Taylor, qui s'appelle Mathias Taylor. Alors lui, Joshua va être amené à en entendre parler parce que il est utilisé comme conseiller par le FBI local. Qui recherche Joshua Taylor pour suspicion d'incendie criminel sur la famille Taylor. Et Mathias est aussi considéré autant comme un conseiller que comme un témoin. Et il va activement faire en sorte que l'affaire ne soit pas oubliée et enterrée. Et donc, le FBI local ayant déjà fait des investigations au niveau de l'hôtel Haven et de l'Ordo Maximus, va faire le rapprochement entre le mystérieux conseiller de l'oracle, je ne sais plus ton titre. Mungen. Le Mungen, voilà, et le suspect Joshua Taylor recherché. Et donc, il y a même possibilité que Mathias Taylor, accompagné de 2 agents du FBI, se présente à l'hôtel Haven pour identifier des images vidéo ou des photos, mais Markilinkus n'en possède pas sur Joshua. En tout cas, pour affiner leur enquête sur le mystérieux Mungen. En général, ils feront ça la journée, mais si par exemple ils avaient une journée chargée et qu'ils ne pouvaient passer qu'en soirée, ça pourrait être l'occasion pour Joshua d'essayer de reprendre contact avec Mathias Taylor au détour d'une diversion que pourrait faire l'un des membres de l'Ordo Maximus avec les 2 agents du FBI. Oui, ce serait une solution à Joshua si jamais organiser une rencontre et chercher à le convaincre en utilisant tous les moyens possibles. Ça serait pas une rencontre organisée, mais ça serait plus une rencontre fortuite, tu vois, ou en tout cas Oui, improvisée. Ce serait organisé dans le sens où Joshua se servirait de la moindre opportunité pour essayer de discuter avec lui, en fait. Oui. Organisé dans le sens où peut-être essayer de se servir de l'Ordo Maximus pour isoler Mathias des agents ou donner du temps à Joshua. D'accord. Ok. Je vais te laisser réfléchir à ce que tu veux en faire de cette rencontre fortuite avec Mathias. Et je vais demander aux autres comment eux ils veulent gérer un peu la situation avec leur personnage. Stan va pas changer grand chose à ses habitudes.
À part qu'il va étendre son territoire de chasse sur des zones habitées. Donc s'il reste des étudiants sur le campus, il ira les voir eux, sinon il visera les logements qu'il y a autour du campus. Ouais. Alors, ce qui change avec le confinement, c'est que la plupart des habitants vont veiller beaucoup plus tardivement. Ouais. Il y a même quelques situations où Stan fait une effraction dans un logement et tombe nez à nez avec le L'habitant. locataire ou le possesseur du logement, alors qu'il devait être endormi et qu'il ne l'est pas, en train de veiller sur son ordinateur, sur Internet, ou en train de regarder des séries parce qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. Mais Stan, il peut utiliser intensification d'essence et écouter aux portes. Ou... Ouais. Il y a quelqu'un qui est réveillé ou pas dans le logement. Ouais, mais il peut quand même tomber sur cette situation-là un peu gênante où, par exemple, l'habitant, sur son ordinateur, a mis un casque pour s'isoler. Oh. Ouais. Et où là, intensification d'essence ne pourrait pas détecter des bruits qui pourraient mettre en alerte Stan. Tu vois. D'accord. À ce moment-là, dans ce genre de situation-là, comment Stan gérerait? Si vraiment Stan ne se fait pas détecter ou il y a peut-être des fois. Tu sais, quand Stan fait des effractions, en général, il fait un peu de bruit, mais il a silence de mort, je crois. Oui. Donc, le fait, par exemple, de crocheter une serrure ne fait pas de bruit, ok. Donc Stan pourrait facilement entrer dans un logement sans se faire détecter, constater si la victime est endormie ou pas, et si elle l'est pas, il pourrait repartir. Le problème, c'est que quand Stan fait ça, il laisse le logement fracturé derrière, fractionné. Je sais pas comment on peut le dire, mais disons que déjà dans la zone universitaire, il y a eu pas mal de plaintes de logements qui ont subi des effractions nocturnes et où des choses ont été volées, puisque Stan, quand il se nourrit, en même temps vole un peu de choses de valeur. Et donc, la méthode de chasse de Stan fait monter un peu le niveau de sécurité de la zone dans laquelle il chasse. Donc là, c'était jusqu'à maintenant la zone universitaire et comme je l'ai dit, la zone universitaire avec le confinement a été bouclée, donc c'est plus un problème. Mais s'il se met à chasser sur les habitations annexes, il va y avoir à nouveau des plaintes d'effraction et de vol, et donc ça va faire monter un peu le niveau de sécurité, plus de patrouilles de police, des vigiles, des choses comme ça, ou même des veilleurs, des espèces de miliciens isolés qui se prennent pour des justiciers solitaires et qui se baladent la nuit dans les rues plutôt que de rester enfermés chez eux au prix de se faire arrêter par la police et de se prendre une amende, puisque normalement il y a un couvre-feu. Voilà un peu pour la situation. Alors dans cette situation-là, comment Stan chasse correctement? Des fois, si jamais il tombe sur des gens éveillés, quand il le peut, il arrive dans leur dos et il se nourrit quand même. Ouais. Sinon, il les évite et il ira se nourrir sur éventuellement des gens qui traînent dans la rue, parce qu'il y en aura qui voudront éviter le confinement ou qu'on aura. Et est-ce qu'il peut pas utiliser la méthode d'entrer par effraction chez quelqu'un, de se rendre invisible et de surveiller sa victime jusqu'à ce qu'elle s'endorme? C'est très malsain, mais... Ça peut arriver, mais ça prend du temps. Oui, mais bon, il a toute la nuit et toute l'éternité. Quand il s'agit d'assouvir sa bête, la patience est parfois un atout. Ça pourrait lui arriver aussi. En tout cas, le confinement va vraiment souligner le côté criminel de cette méthode de chasse.
ça va vraiment amplifier soit la façon dont tu attends que ta victime s'endorme en l'épiant, en l'espionnant silencieusement dans un coin de la pièce, comme dans un film d'horreur, un tueur en série qui attend que sa victime lui tourne le dos pour l'agresser. Ou alors, si la victime dort déjà, le fait de la voler après et donc de faire des effractions. Tout ça va un peu s'amplifier avec le confinement, le côté criminel de ce style de prédation. Alors Je certes, peux alterner. Je te dis, j'alternerai. De temps en temps, je me nourrirai sur les gens qui respectent pas le confinement, qui vont quand même se promener, qui sortent, qui seront isolés du coup. ouais, mais ces gens-là peuvent être pris en chasse par la police, en plus d'être pris en chasse par Stan. Voilà. Et donc Stan, en se nourrissant sur ces proies-là, peut s'exposer à la police. Ça peut arriver, ouais. C'est bien le code de la rue que suit Stan. C'est pas Credo du justicier. Non, c'est le code de la rue, ouais. Ouais. Donc ça va vraiment placer Stan dans un comportement pseudo-criminel. Pendant le confinement, en tout cas. De quoi, le fait de sortir avec un couvre-feu? Et de faire des effractions pour se nourrir sur les gens. Et puis de voler à chaque fois qu'il se nourrit. Et de faire monter le niveau de police dans les zones où il chasse. Ben, j'alternerai, la ville est grande. Mhm. Mais ça, oui, ça n'empêchera pas que les comportements de Stan vont être... va y avoir... on va souligner des comportements de criminels dans la situation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça n'a jamais dérangé Stan. Je vois pas pourquoi ça le dérangerait plus maintenant. D'accord. Lui, les histoires de pandémie, c'est un truc des humains, c'est pas... C'est juste, ça change le quotidien, mais ça change Alors, pas la morale de Stan, ni sa façon de voir les choses. effectivement. Et donc, Stan va être peut-être un des premiers à remarquer, avec Needle, que les Kainites peuvent devenir des vecteurs du Covid. Uh-huh. Eh ben oui, ça passe dans le sang. Alors pour Connor et Gabriel qui ont le même style de chasse, comment ils vont s'adapter alors à la situation? C'est la même merde. Moi, je pensais peut-être potentiellement attaquer des endroits, tu vois. Ouais. Typiquement, les endroits contrôlés par la mafia qui m'intéressent. Faire des raids sur ces trucs-là, genre tu sais, des petites tables de jeu, des petits trucs comme ça. Et me nourrir sur ces mecs-là, quoi. Ça me permettrait de lier l'utile et l'agréable, savoir botter le cul de la mafia tout en remplissant mes besoins les plus primaires. Alors le souci de cette idée, c'est que la mafia va sûrement se concentrer dans des lieux. C'est des criminels, donc eux, le confinement, ils vont pas trop y prêter attention, si ce n'est à l'extérieur de leur zone. J'imagine par exemple un tripot clandestin. Forcément, comme ils ne peuvent plus se balader et qui ne peuvent plus, par exemple, exercer la prostitution dans les rues, qui sont obligés de se limiter à des hôtels, par exemple, pour leur activité de prostitution, tout ça va faire qu'ils vont se concentrer dans des endroits. Et par exemple, attaquer un tripot ou un hôtel de prostitution, ça va sûrement être le risque qu'il y ait beaucoup plus de mafieux présents sur place qu'habituellement.
Ouais. Ils seront pas dispersés dans Summers Point, quoi. Ouais, ouais. Ce qui fait que cette logique de chasse va amener tout de suite Connor à des confrontations très violentes. Bien musclé, d'accord. Ouais. Bah après, si tu me dis que dans leur zone, ils changent pas trop leurs habitudes, bah, si j'ai moyen toujours d'en choper dehors, je les continue à les choper dehors. Mais à l'extérieur, si, leurs habitudes est obligées d'être changées. Parce que Ouais. là, la police va arrêter n'importe qui, en fait. Par sécurité sanitaire, en fait. Là, même des pattes graissées, bah, ça peut permettre à des membres de la mafia de ressortir plus vite de prison, mais ils passeront par la case cellule et... Alors, sinon, Et interroger. j'avais aussi une idée, mais je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais c'est en repensant à mes mois avec mon cire dans la réserve, quitte à voilà, ce que ce soit moins satisfaisant, mais aller chasser des animaux, tu vois. D'accord, mais il faut quitter la ville. Bien sûr, faut sortir. Par contre, donc c'est aussi un peu plus chiant. Mais il n'y a pas des gens dehors quand même qui font du sport ou quoi, qui sont encore autorisés un peu à sortir pour le sport le Non. soir, tu sais. Non. Moi, je me rappelle que pendant le confinement ici, chez moi, il y avait pas mal de C'était gens. en France. C'était en France, ça. Ouais, et Ah, puis, il tu sais, il te fallait un papier pour faire, je crois que tu avais le droit à 1 heure de sport maximum, tu pouvais pas t'éloigner de plus de genre 1 kilomètre de chez toi ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était un truc comme ça. Alors Donc là, après, les parcs, le parti. Je dis ça parce que je suis à côté du parc, moi, de Northfield, tu sais. t'es pas à côté du parc. Hein. Enfin, oui. T'es Je suis à- dans la ouais, même je suis à- zone. je suis à moins d'une borne, non, quand même? Ou peut-être pas, je sais pas. Après, Manric, T'es à moi, plus d'une borne du parc. moi, pendant le confinement, j'avais un papier qui disait que j'avais le droit de circuler comme je voulais, tu vois. Ah oui, mais parce que toi, tu travaillais dans le médical. Ouais. C'est pour ça. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de choper un papier comme ça? Ah si, mais à ce moment-là, il faut passer par la PEC, hein. Enfin par les faussaires. Ouais. Vous Ouais, pouvez ouais. tout à fait. Alors ça, c'est une des solutions. Vous pouvez Parce tout à que- fait faire falsifier des papiers. Pour Moi, de je la me dis que je pourrais municipalité, peut-être utiliser. pour avoir des Ça droits. recoupe de nouveau, Manric, quand tu parles. Du coup, j'ai peur de couvrir ce que tu dis. Non, vas-y. Ouais, je disais, sinon moi, je pourrais utiliser mes autres contacts que j'utilise très peu, justement, pour essayer de récupérer, quitte à, je pense, de toute façon, il faudra bien allonger un peu de pognon, mais récupérer un truc comme ça et Oui. pouvoir circuler, ce qui me faciliterait la tâche pour peut-être pouvoir circuler sans être emmerdé et pouvoir quand même trouver des gens, bah, justement, qui peut-être eux aussi ont le droit de se, tu vois. Ben, des médicaux, beaucoup. Par exemple, ouais, voilà, ça va être ça, tu sais. Tu vois, typiquement, tu fais un appel, machin, ouais, il y a un tel qui est, il est malade, il y a des symptômes, etc. Il est là, hop, ils Mais- envoient les pompiers, et puis... Donc là, en fait, ça va être encore un peu comme pour Stan. Pour Connor, ça va être encore ces Ça va principes de criminaliser chronique. l'endroit, quoi. Ouais, ça Ouais. va criminaliser son comportement, en fait. Ouais. Et Après, j'ai le même code que Stan, alors je sais pas oui. si c'est... c'est peut-être lié, en fait. C'est peut-être une des conséquences du changement d'environnement, mais Ouais. si tu veux falsifier, par exemple, des papiers pour avoir un droit de sortie la nuit à Summers Point, il faudra passer par la mafia italienne qui gère Summers Point. italienne. Mais tu as un contact dans la mafia italienne, donc Oui. c'est possible d'avoir ces faux papiers-là contre de l'argent, comme tu le disais. Ouais, bien sûr. Et après, le problème, c'est que les proies que tu peux trouver dans la rue le soir, ça va être des paramédicaux et des ambulanciers, des choses comme ça, des gens qui vont lutter contre la crise sanitaire. Ouais. Et donc, ça va Et être c'est des gens ces innocents. gens-là. Voilà, c'est des gens innocents plutôt. Et toi, ouais, avec le code qu'on a, nous, c'est pas les innocents qu'on... Ouais, c'est juste. Avec le code que vous avez, les innocents, vous vous en fichez en fait. C'est juste qu'il faut pas que les gens soient. Il faut que les gens soient liés aux affaires de la rue et de la criminalité pour que vous les considériez pas comme innocents. Donc effectivement, Ouais, les paramédicaux
seront des innocents, à moins que ceux que tu chasses, tu ne cherches précisément des paramédicaux qui travaillent pour la mafia italienne. Et à ce moment-là, ils rentrent. Ça commence à se compliquer là. Mais bon, c'est possible d'avoir cette information-là par ton contact. Ouais, Mais ça, éventuellement. c'est si tu veux faire l'effort de chasser à Summers Point, sur ton territoire. Ouais. Après, sinon, j'avais une autre idée. Pareil, ça va être du pognon, mais éventuellement, pourquoi pas, tu sais, si les Italiens se regroupent et font leur truc de prostitution uniquement dans des lieux fermés, les hôtels, ça, parce que les prostituées, il va bien falloir qu'ils en fassent quelque chose, et ils vont pas, je pense... ils les stockent dans les hôtels de passe, quoi, dans les bordels. Voilà, ça va être ça. Et du coup, pourquoi pas faire genre, je suis un client, machin, viens, je paye une passe, et puis je me nourris sur la prostituée. Elle bosse pour la mafia, donc ça rentre, tu vois, dans le truc. Ouais. Et je me nourris, je prends pas beaucoup, histoire que voilà. Et puis genre, elle est fatiguée parce que je l'ai épuisée, tu vois. Après, on va dire, voilà. Et puis. Mais t'as pas l'adrénaline de la peur. Et non, mais. À moins que tu ne la terrorises pendant que tu t'isoles avec elle. C'est ça, je peux éventuellement faire ça. Mais alors là. Ouais. Il y a Jet Doffy dans le chat qui donne aussi une autre piste pour chasser, pour vous nourrir. Ouais. C'est d'utiliser des domaines, des territoires de chasse du sanctuaire qui peuvent être partagés. Et. Par exemple, la salle de shoot de Daryl peut servir. Ouais. Alors là encore, le nombre de proies va beaucoup diminuer avec le confinement, mais c'est une solution qui reste viable parce qu'il y a beaucoup de passages et de renouvellement en fait des junkies dans ces salles de shoot. Ouais, moi je pense qu'il va falloir alterner entre plusieurs trucs, tu vois. Oui. Typiquement, comme dit Jet les Doffy, hôtels, ouais. Avec le bon dosage de drogue dans un junkie, il peut y avoir des poussées d'adrénaline, des allus de peur et de terreur qui peuvent rendre savoureux le sang de la proie pour quelqu'un qui cherche à chasser violemment. Ouais. Sans qu'il y ait besoin de vraiment utiliser cette violence-là. Ouais, tu sais, puis il y a quelqu'un qui est en bad trip ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais, donc je pense je vais garder les animaux d'un côté, de temps en temps. Il y a aussi la piste de chasser les animaux à l'extérieur de la ville, oui, qui est une solution. Ça, les hôtels et potentiellement après, des lieux communautaires. Oui. Bon, je vais essayer de me garder 3 options et je vais alterner entre les 3, tu vois. Par exemple, le fait que certains étudiants soient bloqués et doivent camper sur les pelouses du campus, c'est une espèce de lieu communautaire improvisé en fait. Ça peut être considéré comme un lieu communautaire avec un florilège de tentes installées, regroupées un peu sur les mêmes pelouses, même si elles sont écartées les unes des autres pour le respect des distances de sécurité. Alors imagine... Autre chose aussi, vos personnages doivent tous maintenant porter un masque chirurgical, comme tout le reste de la population, au moins pour passer inaperçu dans la foule. Oui. Mais bon, ça n'a aucune incidence sur vos comportements. Ça va juste avoir l'incidence parce que... parce que bon, après, à toi de nous dire, Manric, mais quand on se nourrit... Oui. S'il y a des éclaboussures ou quoi, ça se voit sur un masque. Moi, je peux te dire que les masques, ils salissent vite. Oui, mais il y aura des éclaboussures s'il y a des risques de frénésie. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi aussi, je risque de prendre cher aussi. Pour un autre truc. Je suis asiatique. Oui. Oui, donc le Covid, enculé. Oui, c'est vrai que avec le président Trump, c'est beaucoup lié au fait que la pandémie soit un complot asiatique, ouais. Donc je m'en plains la gueule par rapport à des réflexions de gens. Je dois les remettre en place. Il peut y avoir un racisme sous-jacent qui puisse un petit peu menacer indirectement Needle, ouais. Tout à fait. J'avais pas pensé à ça, mais j'ai vu mon personnage, je fais merde. Parce
En plus, on connaît bien les États-Unis. Enfin, on commence à bien connaître les États-Unis. C'est pas les plus fins au niveau du racisme. Hein. Hmm. En effet. Et pour Gabriel, alors comment lui compte s'y prendre pour résoudre les problèmes de chasse avec le confinement? Moi, à mon avis, salle de shoot, hein. Ce que je disais là dans le. À mon avis, ouais, on va se résoudre à squatter un peu là-bas de temps en temps pour Ouais. choper un chip, quoi. Alors, une fois ou deux, si les fois sont un peu éloignées les unes des autres, Daryl est tout à fait tolérant. Par contre, si c'est régulier, Daryl va demander quelque chose en échange. Ouais, mais je pense que j'essaierai vraiment de me faire petit en fait, du coup, pour pas être trop dérangeant. Donc, si tu veux ne pas être régulièrement là-bas, il va falloir trouver une autre solution que la salle de shoot. Après, ce que peut demander Daryl en échange d'un passage régulier à la salle de shoot, c'est de servir de cobaye pour quelques expériences ou décoctions qu'il prépare. Rien de mortel, hein. Rien ne saurait abattre un brugeur. Donc Gabriel serait prêt à subir quelques petites expériences de Daryl. Alors c'est pas des expériences que Daryl fait directement sur Gabriel, mais il prépare des shoots par exemple à base de sang et va demander à Gabriel de les injecter, de se les ingérer pour ça peut lui servir pour se nourrir, mais ça va surtout créer des effets secondaires que Daryl va noter et voilà, tu vois. Il y a vraiment un côté cobaye, quoi, mais pour la science, enfin, pour un bien-être futur après de la communauté, bien sûr. Bon, je pense que Gabriel tient tôt à train trop à son corps pour ça, même ça risque rien en fait. C'est comme la dernière fois, ouais, je l'ai fait, je l'ai testé ce truc. Et ça lui a pas fait grand chose, tu m'avais dit, hein. Bah, t'avais vu des papillons. Ah oui, juste les papillons. Mm. Ouais, bah, à mon avis, ouais. Hein. C'est un peu l'équivalent, comme dit Jet Duffy dans le chat, de testeur pour médicaments. Tu sais, dans les labos américains. Au lieu d'être payé pour tester des médocs, là, t'es payé en te nourrissant sur des junkies. Ouais, ça me paraît correct. C'est pas cobaye, c'est testeur, me dit Daryl. Oui, d'accord. Effectivement, le terme peut être important, faut pas faire peur. Ouais. Mais c'est quel coin de Atlantic City qu'il est, Daryl? Il est dans le centre-ville, dans les ombres des gratte-ciels. D'accord. Mais il est plutôt vers le nord, vers la sortie, vers l'extérieur du centre-ville. Il est pas loin de Venice Park et de la route vers Pleasantville. Et Pleasantville, c'est juste à côté de Northfield. Hein. Si tu jettes un œil sur la map. Parce que aussi, il y a l'argent. J'ai un sac avec un peu d'argent. On pourrait peut-être aussi, si ça peut aider, disons, louer un mois ou deux un truc pour pouvoir faire avoir un point de chute de temps en temps aussi. Ah oui, tout à fait. J'ai un sac avec 13 000 $, quoi. Ouais. Bon, j'avoue, j'ai pas pris ma part dedans, mais à mon avis, il restera facile 10 000 $, quoi, 10 ou 9 000 $. Cet argent-là, il n'avait pas été partagé entre plusieurs persos. Pardon ? Cet argent-là, il n'avait pas été partagé entre plusieurs persos. Il me semble que personne n'en a voulu, ou alors on était tellement dans l'urgence que si, il y a j'ai eu toujours de le sac. l'argent dépensé, mais l'argent dépensé c'était pour l'équipe d'intervention de diversion les humains que Gabriel avait utilisé. Ouais, j'ai payé mes gars, j'ai pas pris ma part, mais. Tout le monde avait pioché dedans. Il me semble que tout le monde avait pioché dedans, sauf ceux Ouais, c'est sûr, mais bon. Moi j'ai pioché, ouais. C'est sûr, mais vu l'urgence. Il y avait 25 000 $, de base dans. Non, Voilà. 20 000 $ dans le sac. Ouais, mais vu l'urgence, on peut peut-être l'utiliser, tu vois, à bon escient, quoi, au bon moment. Disons que c'est un peu un joker, quoi, qu'on a toujours sous le coude. Moi personnellement j'aurais tendance à dire que tout le monde a pioché un peu dedans. C'était toi qui avais le sac, t'as ce qu'il en reste. Après, je
pense que tu es assez smart pour considérer qu'un fonds de roulement c'est utile, mais si tu as besoin de financement, serre-toi dedans. C'est la coterie qui a fait cette attaque à la base. Certes. Bah, en fait, il y a une solution. Hein. Du coup, moi je pense avec le fric aussi, c'est ça. C'est. Proposer de louer un lieu avec l'argent peut servir à toute la coterie. C'est ça que je veux dire. À mon avis, je suggérerais que si on arrive à se communiquer un peu tous pendant cette période, au cas où, quoi, si c'est nécessaire pour quelqu'un, quoi. Alors, communiquer pendant cette période, c'est un autre sujet. J'ai pas entendu, ça a coupé. C'est une autre problématique de vous retrouver, de vous regrouper pendant la période. Ça, mais ouais. Ouais, Alors, c'est délicat. juste, Mais on peut. Il y a pas quand même des gens, tu sais, qui travaillent toute la journée et qui finissent super tard et qui ont des dérogations pour acheter aux alimentations de nuit ou quoi, où tout est vraiment fermé. Ça me paraît improbable un peu. Il doit y avoir quand même un peu de passage dans les rues, non? Bah, t'as forcément l'aspect des gens qui voudront forcer le confinement, qui représentent une proportion de la civilisation, de la quantité des gens. Après, bah, comme dans tous les pays civilisés, je pense qu'il y a ceux qui ont des travaux ou qui travaillent à des horaires qui font qu'ils rentrent à des heures pas possibles. C'est leur entreprise qui devait fournir un papier, comme c'était en France, je pense. Moi c'est ce que j'avais. je vais vous dire les exemples un peu qu'il y a de personnes se baladant de nuit dans la ville. Il y a les agents d'entretien. Avec Troy, on peut obtenir ces documents, par exemple, non? Assez vite, non. Puisque les casinos en plus étaient encore ouverts, tu nous as dit. Oui, mais Troy va pas pouvoir vous fournir ces papiers-là. Ah mince. Non. Ah mince. Je vais vous dire un peu les gens que vous pouvez rencontrer de nuit dans la ville. Il y a les agents d'entretien, les agents de propreté et d'hygiène, les agents de sécurité, des agresseurs, des anarchistes, des artistes de rue, des balayeurs ou des balayeuses, des banlieusards ou des banlieusardes qui ont du mal à trouver un transport pour rentrer chez eux, parfois des inconnus, de belles inconnues ou de beaux inconnus, des cambrioleurs ou des cambrioleuses, des chauffeurs de bus ou chauffeuses de bus, des chômeurs longue durée, Il y a du monde. des clubbeurs frustrés ou clubbeuses frustrées, des cocus en mal d'amour aérés dans les rues. Ah, ils ont quelle résonance les cocus? Ça doit dépendre du cocu. En général, c'est bilieux. En général, c'est une résonance bilieuse, ils sont en colère. Les mecs aigris, ouais. 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 Il y a les coursiers à vélo. Les énergumènes. Des prostituées discrètes. Des explorateurs ou exploratrices urbaines. Les gothiques, il y a des gothiques qui peuvent se balader. Des ambulanciers ou des ambulancières. Infirmiers et infirmières. Des influenceurs ou des influenceuses en recherche de sensations fortes pour Internet, leur chaîne sur les réseaux sociaux. Des ivrognes, des junkies, parfois des magiciens de rue, mais qui ne restent pas longtemps au même endroit et qui sont en général chassés ou poursuivis par la police. Des membres du clergé, des mendiants et des SDF, hein. Des motards,
toujours dans la lignée des anarchistes. Des pickpockets, des policiers en civil, des policiers en uniforme, des pompiers, des portiers ou des portières d'hôtel, des prêcheurs de rue ou des prêcheuses de rue, bien sûr, hein, des promeneurs de chiens ou des promeneuses de chiens, des punks, des rabatteurs de bordel, des revendeurs de drogue, des revendeurs à la sauvette, des rôdeurs ou des rôdeuses nocturnes, des secouristes, donc on est toujours dans l'idée des ambulanciers, des gens solitaires, des sorciers ou des sorcières, c'est-à-dire des mages, mais c'est extrêmement rare. Oh, pas envie ça. Et eux, ils s'en fichent du confinement. J'ai cru que les magiciens du sang avaient une dérogation spéciale. Désolé. Les taxis, bien sûr. Les taxis. Bien sûr. Les chasseurs de vampires. Mais c'est comme des policiers en civil, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Des vagabonds, des vagabondes. Voilà, des vétérans invalides. Ou des zoologues urbains. Des gens qui étudient les rats, les ratons laveurs, les coyotes, les faucons, les mouettes, ou tout autre organisme cohabitant avec les humains. Ça, c'est une belle liste. Voilà, ça fait quand même une belle liste de personnes Génial. rencontrables dans les rues pendant le confinement. Alors pour en revenir à Joshua et à sa rencontre improvisée avec Matthias Taylor. Oui, alors Qu'est-ce j'ai qu'il- noté quelques Ouais, trucs. qu'est-ce qu'il veut en faire? Dans un premier temps, parler ou amener ça de la manière que, oui, d'une certaine manière, Joshua est responsable, que la proximité qu'il avait avec la famille Taylor a fait que de vils gredins s'en sont pris à la famille Taylor. Alors ça, il y croit pas. Et il est très en colère contre Joshua. Il explique d'ailleurs dans sa colère à Joshua que Julia, la petite Julia de 9 ans, hein, lui a raconté ce qui s'était passé. Je vais lui raconter la version de Joshua, qui est que Joshua a intervenu et fait son possible pour sauver la petite Julia et l'a fait expédier dans un orphelinat pour la cacher. Et que je comprends que j'ai fait en sorte que Julia ne voit aucune des horreurs qui étaient le moins possible d'horreurs qui étaient dans cette maison, mais que non, ce qu'elle a vu ce jour-là, c'est le fait que je sois venu la sauver de l'assaut que la maison est en train de prendre. Alors Mathias veut que Joshua avoue que ses actes et il veut comprendre pourquoi. Et que en fait, il va rester traumatisé tant qu'il n'aura pas ces réponses-là. Et qu'il cherche à se battre contre ces traumatismes. Joshua va lui expliquer que, contrairement à ce qu'il a l'air de croire, c'est pas Joshua qui a fait ça. Mais la raison première, c'est le fait que Joshua aimait beaucoup trop sa famille et qu'il voulait les voir souvent. Et qu'à cause de ça, en fait, c'est ce qui a entraîné ce drame. Joshua est responsable, oui, mais de ne pas avoir accepté de les abandonner.
Bon, donc responsable mais pas coupable, quoi. C'est ça que dit en résumé Joshua à Mathias Taylor. D'ailleurs, au passage, Mathias Taylor qui sent extrêmement bon et qui peut-être même... il y a un lien invisible entre Joshua et Mathias, hein, que Joshua peut ressentir. Peut-être même que Mathias peut réveiller en Joshua le cœur de son amour du concept de famille, ça peut lui réveiller les souvenirs de son ancienne vie, le fait que sa famille c'était aussi le lien avec l'humanité. C'est pour ça que Joshua essaye de mentir à demi-mot, en fait. Il veut absolument cacher ou dissimuler le fait que c'est lui qui a fait le geste, mais dans sa manière de se présenter, il se voit comme coupable et se montre comme coupable. Il essaye juste de dissimuler le fait que c'est lui qui a agi et pas... Il n'est pas responsable, il est juste coupable, quoi. Même si en fait Joshua se montre, enfin se présente comme coupable, mais coupable d'avoir limite trop laissé faire. D'avoir trop laissé faire, tout court. Ouais, bah bon, Mathias ne marche pas dans ce mensonge-là, parce que il considère que Joshua a eu toujours un pouvoir très grand sur toute la famille, qu'il se nourrissait sur la famille, qu'il guidait les gens dans la famille, dans leur croissance, qu'il n'a jamais vieilli, que le FBI lui a dit que Joshua était potentiellement une créature surnaturelle et que il était extrêmement dangereux pour la population. Joshua ne cachait pas sa nature surnaturelle, ne cache pas sa nature surnaturelle à sa famille et il va lui parler du fait que oui, je suis une créature surnaturelle, mais il lutte contre des choses que les humains ne devraient pas voir. Voilà, plein de cœur pour toi, Jean S. Et que même si Joshua a fait beaucoup d'erreurs et regrette énormément ce qui a pu se passer, la base de tout ça, c'est l'amour que Joshua a pour sa famille et mais il comprend pas le concept d'amour pour sa famille dès le moment où Joshua se nourrit sur sa famille et les affaiblit physiquement, met en danger leur santé et au final déclenche un incendie, même si il ne se dit pas responsable mais juste coupable de l'incendie. Ça va pas suffire comme explication pour Mathias, en tout cas pour qu'il tourne la page ou qu'il réussisse à aller au-delà de ses traumatismes. Joshua amènera aussi l'idée ou du moins essaiera d'amener l'idée que ceux qui ont agi ont déjà été punis et qui baignent avec les pieds dans le béton au milieu de la lagune. D'accord. Même si cette idée ne fera pas grand-chose, Joshua tenait à lui exprimer ça. D'accord. Bon, bah ok. Donc cette rencontre avec Mathias se termine un petit peu sur cette conclusion-là. Et ensuite, chacun repart de son côté. Et Joshua est même pas capable de le convaincre plus que ça. Mathias va plus faire confiance à Julia qu'à Joshua. Je lui poserai quand même la question de pourquoi est-ce que quelqu'un qui vient brûler toute la maison aurait emmené Julia dans un orphelinat. Il y a une incohérence dans les accusations qu'a Mathias. Pour se faire bonne conscience, peut-être. Mais après, le fait de brûler toute sa famille, c'est incompréhensible pour Mathias, donc il sait pas ce qui se passe dans la tête d'un tueur de masse. Et donc... Ça lui laisse en suspens plein de questions auxquelles il pourra jamais avoir de réponse. C'est surtout ça. Et il va se tourmenter tout seul
de ces questions-là qui vont le hanter, quoi. En même temps, s'il choisit de ne pas accepter la vérité, Ne pas accepter ta vérité. En fait, Joshua a le pouvoir de décider du futur psychologique de Mathias lors de cette rencontre. Mais ça peut être complètement compréhensif qu'il se dise coupable et pas responsable pour protéger sa personne, son orgueil, sa fierté. Pour protéger l'équilibre aussi. S'il apprend, si je vais le voir en lui balançant oui, en effet, j'ai buté tout le reste de la famille, mais c'est parce que mon sire m'en a donné l'ordre et que j'ai pas réussi à lui dire non. Il va pas aller bien non plus. Hein. Il aura la vérité. Il aura déjà plus de réponses aux questions du pourquoi. Mais oui, ça va de toute manière, quelle que soit la conclusion de cette rencontre, il va pas. Il aura pas plus de réponses qu'avec la vérité que je lui ai donnée là, que des choses appartenant au monde de Joshua. Les raisons sont les raisons sont les bonnes. Enfin, il y a juste un détail qui change dans l'histoire. En fait, c'est s'il accepte cette version-là et pas l'autre, il y a un truc qui colle pas, quoi. Dans les deux cas, je lui donne une raison, je lui donne une histoire, une trame. Il y a juste le fait peut-être que dans un cas, il sent un version-là, mensonge et que dans l'autre, il sent une vérité. Mais au pire, ce qu'il peut lui dire, c'est que dans ce cas-là, en face des yeux qui refusent d'y croire, Joshua va tout balancer. Mais tout de A à Z. Tu es un monstre, il est temps de le reconnaître. Mon créateur m'a donné un ordre. J'ai pas pu lui dire non. J'ai fait ce que je pouvais pour limiter le truc, mais limite je vais tout lui balancer. Après tout, rendu là, par rapport à ce qu'il sait, le fait que des créatures comme moi soient pas capables de dire non à leur créateur, c'est pas. Je lui balance pas grand chose qu'il savait pas déjà. Petit bruit de mascarade. Avec lui, on était déjà complètement dans le bruit de mascarade. Et qu'est-ce que tu proposais, Nigel ? non, je dis rien. D'accord. Je dis rien. Parce qu'en vrai, parti sur une proposition, mais c'était pas constructif. d'accord. Bon, ok. Alors, briser la mascarade, dévoiler la vérité à Mathias va le faire haïr Joshua, mais bon, pas plus que ce qu'il le haïssait déjà. Mais ça va changer par contre sa relation avec le FBI, qui va lui dire que les explications de Joshua sont des mensonges, que les corps vides peuvent toujours refuser ce que leur créateur leur ordonne de faire, et qu'ils sont tout à fait libres de leur choix, et que ils sont dans une démarche de mise en danger de la population de façon autonome. Et ça, Mathias ne va pas l'accepter parce qu'il a peut-être ressenti ce soupçon de vérité dans la voix de Joshua quand il lui a expliqué son histoire de ne pas pouvoir refuser l'ordre que son créateur lui avait donné de détruire sa famille par le feu. Et ce qui va faire que Mathias va se détacher du FBI. Il va refuser de continuer à les conseiller et à leur donner des
des intuitions sur les préférences que pourrait avoir son arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père et va arrêter de donner des informations ou de donner accès au FBI sur les informations familiales de la famille Taylor. Il va aussi prendre en charge Julia plutôt que de la laisser dans l'orphelinat sous surveillance du FBI. Mais va continuer à haïr Joshua. Mais de façon plus indépendante, moins sous l'influence du FBI. Le dernier point déjà plaît suffisamment Joshua pour que ça lui donne l'impression d'avoir fait le bon choix. Et ça peut aussi raviver le souvenir de Joshua que Mathias comme Julia sont de son sang. Et même s'il est très proche de Selinda, rien qu'à l'odeur, le sang de Mathias et de Julia doit être encore plus succulent que celui de Selinda, tant qu'il ne l'aura pas proposé le mariage et qu'il n'aura pas commencé à recréer une nouvelle famille autour d'elle. D'ailleurs, à ce propos-là, si mariage il peut y avoir avec Selinda, avec le confinement, il va être repoussé pour l'instant. Mais ça n'empêche pas Joshua d'y trouver quand même de la saveur dans le sang de Selinda, parce que le lien avec elle est de plus en plus fort et de plus en plus affectueux et loyal au niveau familial, j'ai envie de dire. Affectueux, ouais. Oui, loyal aussi, tu me diras, mais... Affectueux, oui, ça donnera le temps à Joshua de rencontrer sa famille, ce genre de choses. Exactement. Et c'est aussi, il faut prendre ça aussi en compte, dans le côté loyal, c'est que si Selinda doit devenir la femme de Joshua, Joshua va retomber un peu dans ses automatismes qu'il avait avec la famille Taylor, et c'est-à-dire raconter à Selinda sa vie et la nuit, peut-être les dilemmes qu'il a, les problématiques qu'il affronte, peut-être partager avec elle sa rencontre avec Mathias, l'importance qui a pu se révéler avec la discussion avec Mathias, l'importance de l'existence de Mathias et de Julia, et le fait que au fond de lui, il ne veut pas totalement faire disparaître la famille Taylor, et peut-être chercher avec Selinda un moyen de les greffer à la nouvelle famille qu'ils veulent créer ensemble, tu vois. Même si je doute que regagner leur confiance leur confiance sera très compliqué et long. Ça sera long, mais avec le temps, tout le monde change. Sauf les vampires, en tout cas physiquement. Et c'est sûrement, en tout cas, c'est ce que soulignera Selinda, c'est que c'est un espoir qu'il ne faut pas négliger, le fait que les gens, avec le temps, changent. Et après tout, elle est là aussi pour servir de soutien, et donc essayer de trouver de l'espoir dans les situations que peut lui présenter Joshua.